Un humain peut survivre 3 jours sans boire. L'approvisionnement en eau est donc un enjeu de survie pour toutes les sociétés. Dans les temps anciens, les villes s'établissaient à proximité de ruisseaux, rivières et lacs et au-dessus d'aquifères peu profonds où il était facile de creuser des puits. Bref, là où l'eau était directement disponible. Cependant, avec l'industrialisation, il est devenu possible de contrôler l'écoulement des rivières et de créer des lacs, d'extraire et détourner l'eau des nappes phréatiques et des cours d'eau dans des proportions jamais vues. Cette exploitation a rendu possible la mise en culture de déserts et la croissance de population dans des zones arides. Mais elle a souvent été menée sans prendre en compte ses effets sur le long terme, avec des conséquences parfois catastrophiques. Parce qu'elle est si importante, la gestion de l'eau est un enjeu majeur de la politique à l'intérieur des États, mais aussi de la politique internationale. C'est particulièrement visible sur les grands fleuves partagés entre plusieurs États comme le Nil, le Mékong ou le Colorado. Lorsque les États situés en amont construisent des barrages, des tensions se créent avec les États en aval dont l'approvisionnement en eau est menacé. Depuis les années 80, des géopoliticiens ont donc prédit que les guerres du futur seraient des guerres de l'eau et que l'or bleu remplacerait l'or noir comme enjeu de conflit. Mais force est de constater que ça n'a pas eu lieu. En fait, dans la plupart des cas, les situations de tension ont abouti à des accords de coopération pour la gestion de l'eau et pas à des guerres. Les ressources en eau restent un sujet sensible qui peut générer des tensions et motiver des décisions politiques importantes, mais on n'observe pas de guerre menée directement pour le contrôle de l'eau. En tout cas, c'était le cas la semaine dernière, avant que la Russie ne commence son invasion de l'Ukraine. La Crimée est une presqu'île située dans la mer Noire, séparée du continent par un ensemble de marécages appelé le Sivatch ou la mer Putride, et n'est reliée au continent que par l'isthme de Perekop, large d'à peine 5 km. Son climat est dans le prolongement de la steppe pontique et elle est donc recouverte à 75% d'une steppe semi-aride. Le sol lui-même est propice à l'agriculture, mais le climat n'apporte pas assez d'eau pour l'exploiter efficacement. La Crimée est donc restée une péninsule semi-désertique et peu peuplée pendant la plus grande partie de son histoire. Mais dans les années 60, le gouvernement soviétique a creusé un canal de 400 km qui va du réservoir de Kakhovka, traverse l'isthme de Perekop et alimente en eau la Crimée. À la suite du creusement du canal, les soviétiques ont mis en place le plus grand et vaste système d'irrigation en Europe, avec 10 000 km de canaux secondaires et plusieurs réservoirs. Ce canal a permis la mise en culture de la steppe, et la surface irriguée en Crimée a été multipliée par 10, ce qui a transformé la Crimée en une région agricole importante et fait doubler sa population. Et de toute l'eau utilisée en Crimée, 85% venait de ce canal. Vous connaissez sûrement la suite de l'histoire. En 1991, l'Union soviétique s'effondre et l'Ukraine devient indépendante. En 2014, le président ukrainien favorable à la Russie est renversé, et la Russie annexe la Crimée. Quelques mois plus tard, l'Ukraine a construit un barrage en béton pour bloquer le canal, et ça a été catastrophique pour la Crimée. Privé de 85% de son eau, le secteur agricole s'est effondré et le chômage a augmenté dans les campagnes. Après 2 années particulièrement sèches en 2018 et 2019, la sécheresse s'est installée, et non seulement la surface agricole mais aussi la végétation sauvage sont en recul. Les usines chimiques qui ont besoin de grandes quantités d'eau ont elles aussi rencontré des problèmes, et la population a dû faire face à plusieurs épisodes de rationnement. L'annexion de la Crimée a été extrêmement populaire en Russie comme en Crimée, et Vladimir Poutine a connu un gain de popularité sans précédent en 2014. Il était inenvisageable pour lui de la rendre à l'Ukraine. Or, l'Ukraine exigeait qu'on lui restitue la Crimée avant de négocier pour ouvrir le canal. La situation était donc bloquée. Depuis 2014, la Russie a investi plus de 10 milliards d'euros en Crimée pour développer les infrastructures, construire un immense pont pour la relier à la Russie, et plus généralement faire en sorte que la population trouve la situation meilleure qu'avant l'annexion. Mais tout ça coûte très cher à Moscou, et une chose reste sûre, sans le contrôle du canal, la Crimée ne peut pas être autosuffisante. Du point de vue de la Russie, le travail n'a pas été terminé en 2014. C'est notamment pour sortir de cette impasse que le 24 février 2022, la Russie lance l'invasion de l'Ukraine. Dans les premières heures de l'invasion, des troupes russes parties de Crimée atteignent Kakhovka et détruisent le barrage construit par les Ukrainiens en 2014. L'eau coule de nouveau vers la Crimée. Bien sûr, l'enjeu de l'eau n'est pas le seul facteur qui est mené à cette guerre, mais c'est celui qui rendait la situation intenable pour la Russie sur le long terme. Sans eau, la Crimée était dans une impasse, et le temps jouait contre elle. Vu l'intransigeance des Ukrainiens comme des Russes dans les négociations, une solution pacifique était improbable, et la guerre est donc apparue pour Poutine la seule porte de sortie de l'impasse criméenne. L'invasion de l'Ukraine peut alors être considérée comme une des premières guerres de l'eau.